Il marche pas. Non, je suis en pause. Non. Non, non, je suis pas en pause. C'est le petit bouton rouge. Oui, oui, mais ça, c'est le bouton. Non, ça va pas, hein. Ça va pas du tout. Non, non, mais... Ah ouais, mais il faut qu'il me change ça. Alors, tout d'abord, je vais considérer comme acquis ce que vous avez appris sur la base du crâne l'année dernière, et ça doit être absolument considéré comme acquis. Je n'y reviens pas, on a vraiment pas le temps, malheureusement, c'est très très court. Base du crâne, je n'en parlerai pas, mais j'y ferai référence. Deuxièmement, je vous mettrai un cours d'introduction au système nerveux qui, à mon avis, est tout à fait important, qui va définir le système nerveux somatique, végétatif, ce qui est du domaine conscient, inconscient, etc. Donc, tout ça, je vais le mettre en ligne en cours distance, et vous pourrez vous y référer si vous voulez, mais je ne le ferai pas directement aujourd'hui. Et je démarre directement sur les méninges. Alors, vous verrez qu'à chaque fois, je vous mets quelques objectifs qui vous permettent de savoir qu'est-ce qui est le plus important dans ces bases anatomiques que je vous transmets. D'ailleurs, je vous donnerai un guide de l'examen dans lequel, pour chaque question, il y aura des questions tombables par rapport à l'examen final. Donc, vous aurez ce guide qui vous permettra de mieux réviser en fonction de l'examen qui vous est demandé. Par exemple, des questions de 6 minutes, par exemple, ou des questions, vous voyez, hein, ça sera bien indiqué. Alors, tout d'abord, les méninges, ce sont des feuillets conjonctifs qui vont envelopper, en fait, le système nerveux. Et, comme vous l'avez remarqué, déjà, vous avez déjà étudié tout ce qui est enveloppe osseuse, c'est-à-dire le crâne, avec la voûte, la calvaria et la base. Vous avez vu donc sa résistance, son rôle de protection. Et maintenant, nous arrivons sur un autre type d'enveloppe, des enveloppes conjonctives, les méninges. Et on va voir trois feuillets qui sont séparés en deux grands groupes. Un groupe qui sera le feuillet pachyméninge, c'est un feuillet extrêmement résistant, et qui comprendra uniquement la dure mère. Par contre, le deuxième feuillet, la leptoméninge, va comprendre deux autres feuillets, l'arachnoïde en orange, ici, donc on va noter arachnoïde, donc ici en orange, et puis l'apimère, je mets PM, l'apimère, que vous aurez ici en vert sur le dessin. Bon. Donc, ces trois feuillets conjonctifs qui vont protéger le système nerveux vont eux-mêmes présenter des interfaces avec des espaces situés entre l'os, ici la flèche bleue, entre l'os et la dure mère, espace extradural, un espace sous-dural entre la dure mère et l'arachnoïde, et un espace sous-arachnoïdien, ici, qui est occupé par les travées, comme vous le voyez, qui est très important, on va y revenir. Et l'espace sous-arachnoïdien, il est bien situé, comme vous le voyez ici, entre l'apimère et l'arachnoïde, hein, et vous voyez qu'il a une certaine consistance. Donc on va revenir sur l'ensemble de ces données et voir les implications pathologiques intéressantes concernant donc ces méninges. Commençons d'abord par la méninge la plus résistante. Vous remarquez tout d'abord que les méninges représentent un gradient de protection. On a l'os, on a d'abord l'os, ensuite on a la dure mère, l'os très solide, la dure mère résistante, et ensuite on a l'arachnoïde et l'apimère qui sont, elles, beaucoup plus fines et moins solides. Alors effectivement, la dure mère, comme vous le voyez, après ablation de la voûte, que vous voyez ici, vous vous rappelez que sur une voûte, on peut voir par exemple ici le sillon du sinus sagittal supérieur, on peut voir ici les sillons des artères méningées qui sont en train de parcourir l'espace entre la dure mère et l'os, on va y revenir tout à l'heure. Hein. Et puis, lorsqu'on a enlevé complètement ici, on a supprimé la voûte. Vous remarquiez d'ailleurs cette voûte à ce niveau qui a été déposée à côté du sujet anatomique.
eh bien, on ne tombe pas sur le cerveau, mais sur une membrane, donc une couche très résistante, superficielle, c'est la dure mère, et vous remarquez les vaisseaux, ici, c'est les artères méningées qui courent à sa surface. Lorsque on fait une excision, comme ici, qu'est-ce que vous remarquez? Cette dure mère a une certaine épaisseur. Et ici, la dure mère a été réclinée, on en voit ici les petits volets, et vous voyez que ensuite, en supprimant la dure mère, on ne voit pas encore correctement le cerveau, et un chirurgien verra cet aspect, c'est-à-dire un aspect de leptoméninge, avec l'arachnoïde et le liquide céphalorachidien, qui vous masque un petit peu le cerveau. Donc vous retenez, la dure mère est une membrane conjonctive, résistante, épaisse, qui protège complètement le cerveau en dessous de l'os. Deuxièmement, cette membrane, cette dure mère, fournit deux expansions. Une première qui est verticale et sagittale, c'est la faux du cerveau. Elle va séparer les deux hémisphères cérébraux, le droit et le gauche. Elle s'insinue entre les deux, vous verrez qu'en pathologie c'est assez important, car les méninges peuvent être à l'origine de tumeurs qu'on va appeler les méningiomes, et donc qui dépendent de la dure mère. Et effectivement, on peut avoir des méningiomes de la faux du cerveau, qui se développe ici, par exemple, et vous verrez un peu plus tard que cette faux et la région que j'ai indiquée ici peut être en rapport avec la motricité, la représentation de la motricité des membres inférieurs sur le cerveau. On verra le cortex moteur très bientôt ensemble. Et donc des méningiomes de la faux peuvent entraîner des déficits des membres inférieurs du fait que ces tumeurs va appuyer sur la région, va être en contact avec la région qui commande les membres inférieurs droit et gauche. Donc tout à fait intéressant. Deuxième expansion, c'est la tente du cervelet. La tente du cervelet, on dirait une tente canadienne un petit peu. Vous voyez, ici on a son ouverture, voilà, et on a le faîte de la tente, le toit, le faîte. Alors, prenons d'abord la faux du cerveau et voyons quelques bases anatomiques. Elle mérite bien le nom de faux. Elle en a la forme, elle va présenter un bord supérieur. Un bord supérieur et un bord inférieur, que vous voyez très bien ici. Vous remarquez en fait que tous ces bords sont creusés par un canal veineux que on va appeler un sinus. Donc, ces bords, le bord supérieur contient le sinus sagittal supérieur, alors que le bord inférieur contient le sinus sagittal inférieur. Vous voyez donc ici un dispositif très important qui va recevoir les veines corticales, les veines du cerveau, et qui va drainer tout le sang des veines corticales, voilà, pour ensuite être dispatché vers les deux veines du cou, qui sont les veines jugulaires, s'il vous plaît, les veines jugulaires internes. Voilà. Deuxièmement, à part le bord supérieur et le bord inférieur, on va décrire la base. La base de la faux. Donc, la base de la faux, donc cette partie, va s'insérer sur le faîte de la tente du cervelet. Donc je rappelle que le faîte, c'est simplement, quand vous avez un toit comme ça, voilà, eh bien le faîte, c'est la partie qui réunit les deux pans du toit, bien sûr, et donc la base de la faux s'insère sur le faîte, de la tente du cervelet. Enfin, en avant, le sommet de la faux va s'insérer sur une apophyse que vous connaissez dans l'étage antérieur de la base du crâne et qui est la cristagallie. La cristagallie, que je vous ai indiqué à ce niveau-là, qui est le sommet, cristagallie, flèche verte, voilà. Donc, au total, vous avez une cloison sagittale pure, qui s'infiltre dans la fissure longitudinale. La fissure longitudinale,
c'est tout simplement la fissure longitudinale, c'est la scissure interhémisphérique, c'est l'espace entre les deux hémisphères, et donc qui est au contact de la face interne, c'est ça qui est important, au contact de la face interne des hémisphères. Ça, c'est le plus important, car en cas de pathologie, ces deux faces seront éventuellement touchées. Ici, vous avez une photo, où on a fait une hémisphérectomie. Vous voyez la faux, qui est verticale, et vous voyez la tente du cervelet, qui est plus horizontale. Et on a enlevé tout l'hémisphère gauche. Et vous voyez que sous la faux du cerveau, il y a ici une zone où on voit un petit peu de cerveau au-dessus du corps calleux. Ça veut dire que le cerveau peut s'infiltrer, le cerveau peut passer en dessous de la faux, et c'est ce qu'on appelle un engagement falciforme, un engagement un engagement sous la faux ou falcoriel. Voilà. Donc, vous reverrez ça en pathologie, l'engagement sous la faux, lorsqu'une tumeur va se développer, va prendre du volume et refouler avec un effet de masse que vous allez voir sûrement en radio. Vous allez voir comment il va refouler le cerveau, qui va passer sous la faux pour passer de l'autre côté. Essayer de trouver de la place. Voilà. Alors en imagerie, qu'est-ce que ça donne? Ici à gauche, j'ai en anatomie une coupe sagittale avec l'avant, l'arrière, et vous voyez, au lieu de voir le cerveau, qu'est-ce que je vois? La faux qui a été sectionnée ici directement. En coupe coronale, en IRM pondéré T1, comme c'est indiqué ici, vous voyez ici la dure-mère qui est indiquée sous la forme d'un hypersignal entre les deux hémisphères. Vous voyez aussi à certains endroits, comme là, etc., vous voyez cette dure-mère qui forme une espèce de lame qui enveloppe complètement votre cerveau. Vous pourrez voir plus en arrière la tente du cervelet, comme ici vous avez la tente du cervelet. Voilà, en IRM, vous la verrez aussi. Cette tente du cervelet, elle est plus complexe. Elle va présenter donc deux bords très importants. Et on va commencer donc par le bord postérieur. Le bord postérieur, voilà. Ce bord postérieur, on l'appelle aussi la grande circonférence. Alors, si vous voulez, avant de décrire précisément ce bord postérieur, je voulais vous montrer la position de la tente du cervelet à l'intérieur du crâne, et vous remarquez qu'elle limite un étage de la base du crâne. Vous vous rappelez cet étage qui était l'étage postérieur. Et donc, la tente du cervelet va séparer deux grands volumes dans le crâne, le volume sus-tentoriel et, voilà, merci. Et je vois que d'année en année, les traditions se maintiennent. Et l'étage sous-tentoriel, il n'y a rien à dire. Donc c'est important, puisqu'en fait, le volume n'est pas le même du tout. En sous-tentoriel, en fait, le volume est très réduit. Vous avez l'os occipital et vous avez la tente du cervelet qui cloisonne complètement cet espace. Ça veut dire qu'en cas de lésion qui occupe de l'espace, la pression intracrânienne va augmenter. Donc le sujet, très rapidement, le sujet va rentrer plus vite en hypertension intracrânienne. En hypertension intracrânienne, HIC, avec des céphalées, des vomissements, des troubles de la conscience, qui vont en s'aggravant. Donc ça peut être des tumeurs, ça peut être des accidents vasculaires, etc., de l'œdème, qui entraînent cette hypertension intracrânienne. Alors que l'étage subtentoriel, lui, va être beaucoup plus large. C'est pour cela que certaines tumeurs, par exemple des tumeurs frontales ou des tumeurs temporales, peuvent se développer sans beaucoup d'effets cliniques au départ, malgré leur volume. Donc c'est la grande différence. Alors donc, je disais que la tente du cervelet, eh bien, elle présente deux bords. Tout d'abord, le bord postérieur, que vous voyez ici. Il va longer, ici, la gouttière du sinus transverse. Eh bien, simplement, ce bord est creusé d'un sinus veineux qui draine le sang
qui est le sinus transverse. Donc, sur l'os, c'est la gouttière que vous voyez ici, la gouttière du sinus transverse. Gouttière, voilà, du sinus, vous pourrez le mettre sur votre police, si vous voulez, du sinus transverse. Et plus en avant, vous voyez que ici, vous êtes sur un os que vous reconnaissez peut-être. J'ai la couleur, et regardez cet os avec un bord supérieur, un bord plus inférieur et antérieur ici. Eh bien cet os, c'est la pyramide pétreuse, c'est le rocher, c'est de l'os temporal. Voilà le rocher qui est la limite entre l'étage antérieur et l'étage moyen. Eh bien ce rocher est défini par deux faces. Une face antéro-supérieure et une face postéro-inférieure. Voilà, vous avez cette face postéro-inférieure et la face antéro-supérieure. Vous voyez, c'est comme une marche d'escalier. C'est la marche d'escalier qui limite les deux étages. L'étage moyen en avant, l'étage postérieur en arrière. Et l'arête de la marche d'escalier, ici, c'est le bord supérieur. Eh bien, il est rainuré parce que la tente du cervelet s'insère sur le bord supérieur du rocher. Bord supérieur du rocher, donc je voulais indiquer à ce niveau-là. Et justement, un sinus veineux va cheminer aussi dans cette partie, et ce sera le sinus pétreux supérieur. Donc nous verrons tout à l'heure, c'est très important, ce sinus qui chemine ici. Alors attendez, c'est un peu imprécis, donc je vais, voilà, le sinus pétreux qui chemine sur le bord supérieur, à ce niveau-là, voilà, hein, et représente aussi l'insertion, bien sûr, de la grande circonférence. Et enfin, où va se terminer la grande circonférence? Sur l'apophyse clinoïde postérieure, que voici. Vous vous rappelez, la selle turcique, le siège du pilote, hein, le pilote c'est l'hypophyse, il y a la selle turcique avec l'hypophyse dedans. En avant, deux clinoïdes antérieurs, le pilote peut les prendre si vous voulez, et en arrière, les deux clinoïdes postérieurs, eh bien les voici, avec insertion de la grande circonférence. On peut passer maintenant à la petite circonférence, ou bord antérieur. Eh bien là, c'est assez simple, parce que cette petite circonférence qui est là, elle est libre. Elle est libre, et va former le foramen ovale de Paccioni. Eh bien, ce foramen ovale est très important puisque c'est le passage, il va assurer le passage du tronc cérébral et notamment du mésencéphale qui va faire sa jonction avec le cerveau, c'est-à-dire avec le dit encéphale. Donc on verra cette région, bien sûr, très bientôt. Voilà. Donc, la tente du cervelet cloisonne la fosse postérieure, mais pas complètement. Il faut laisser un orifice pour laisser passer le tronc cérébral qui doit faire sa jonction. Et grâce à cette jonction, les grandes voies, par exemple, les voies de la motricité qui viennent du cerveau, les voies de la sensibilité qui viennent de la moelle, vont pouvoir traverser toutes ces régions sans problème. Eh bien, ce bord antérieur se termine sur les clinoïdes antérieurs. Voilà. Sur l'apophyse, clinoïde antérieur. J'ai mis un point ici et je mets apophyse, clinoïde antérieur. Voilà l'insertion, la seule insertion osseuse de la petite circonférence ou bord antérieur de la tente du cervelet. Vous imaginez sûrement qu'est-ce qui peut reposer dessus, puisque le cerveau est situé ici. En arrière, qu'est-ce qu'on a? On a le lobe occipital qui repose dessus. Et en avant, dans la fosse temporale, dans l'étage moyen, vous avez le lobe temporal qui repose ici. Donc vous avez une continuité temporo-occipitale. Voilà, le cerveau qui va être situé dessus, temporal et occipital, en véritable continuité. Ce qui veut dire que de temps en temps, lorsque vous aurez une tumeur qui va prendre de l'espace dans le lobe temporal,
eh bien, éventuellement, le lobe temporal peut faire saillie dans le foramen ovale de Paccioni, et c'est ce qu'on va appeler, à ce moment, un engagement de l'incus de l'hippocampe, ou engagement temporal, et en fait, donc, c'est la face interne du lobe temporal, hein, c'est la 5e temporale, exactement, T5, qui va faire saillie, donc, dans cet espace. Évidemment, c'est un peu tôt maintenant d'en parler, on va faire toutes ces circonvolutions ensemble très bientôt aussi. Hein, mais déjà, je pose le problème. Regardez sur une IRM, étant donné le plan, ça aussi c'est important, je vais vous montrer, voilà, sur une coupe sagittale, regardez le plan de la tente du cervelet. Lorsque vous faites une coupe axiale, comme ça, vous apercevez qu'en arrière, vous êtes au-dessus de la tente, et en avant, vous êtes en dessous de la tente. Subtentorielle et sous-tentorielle. D'accord? Donc, ceci explique que lorsque vous faites une coupe axiale, vous avez toute cette région ici, où vous voyez des lamelles très caractéristiques, toutes les lamelles qui sont là, eh bien ça c'est du cervelet, tout ce qui est au milieu c'est du cervelet, alors que tout ce qui est autour ici, c'est du lobe temporal et du lobe occipital. On est en sus-tentoriel, au-dessus de la tente, merci, au-dessus de la tente du cervelet. Bien, eh bien voilà en image ce que je vous expliquais, et en plus gros, le plan de coupe, en arrière de l'occipital, en avant du cervelet, et on est dans les deux étages différents, donc, du volume intracrânien. Alors ici, juste, on va retenir un terme important, on ne va pas rentrer dans le détail, c'est que la dure-mère est vascularisée par une artère méningée, des artères méningées. La plus importante, qui s'épanouit largement, c'est l'artère méningée moyenne. Ici, qu'est-ce qu'on va retenir? Que premièrement, elle chemine dans l'espace extradural. Ça, c'est la première chose. C'est extrêmement important dans l'espace extradural, car en cas de rupture de cette artère, notamment si vous avez une fracture, bien, donc, premièrement, l'artère méningée, elle est en position extradurale, d'où la possibilité de développement d'hématomes extraduraux en cas de fracture de la région pariétale et temporale, de l'os pariétal et temporal, comme on le voit ici, et qui va directement toucher l'artère parce qu'elle est en position extradurale. Elle est juste sous l'os, avec un risque d'hématome extradural. Ça, c'est une urgence neurochirurgicale, et vous voyez la forme en lentille biconvexe qui est absolument caractéristique, lentille biconvexe qui est tout à fait caractéristique. Deuxièmement, cette artère donc vascularise bien sûr la dure-mère et essentiellement toute la partie moyenne. Alors il y a une artère méningée antérieure, une méningée postérieure aussi, hein, donc toute la dure-mère est prise en charge par ces artères méningées, qui sont en fait des branches ultimes du territoire carotidien externe, en fait. L'innervation, là c'est pareil, on va retenir que deux termes, on va retenir que l'innervation, il y a une innervation de la dure-mère, premier point, et que deuxième point, cette innervation dépend essentiellement de deux nerfs principaux, selon qu'on est au-dessus de la tente ou au-dessous de la tente. Au-dessus de la tente, c'est le nerf trijumeau qui donne la principale innervation de la dure-mère, et en dessous de la tente, c'est les nerfs mixtes et le nerf pneumogastrique, 10e paire des nerfs crâniens. 10e paire, nerf pneumogastrique. Voilà. On va revenir sur ces nerfs, bien sûr, plus tard. Voilà. Alors je vais passer. On regarde la leptoméninge maintenant. Donc on a une vue d'ensemble. Juste avant de terminer, je voulais quand même vous montrer quelque chose.
sur... Voilà, cette vue, elle me paraît intéressante, parce que c'est la base du crâne, en ayant enlevé le cerveau et la leptoméninge. Et vous voyez que toute la dure mère adhère complètement, et ça c'est très important, adhère complètement à l'os. Alors, les rapports de la dure mère et de l'os sont très importants à connaître. La dure mère, au niveau du crâne, elle adhère, alors qu'au niveau du rachis, il existe un espace épidural, elle n'adhère pas du tout, et il y a un véritable espace épidural qui est rempli de graisse et de veines, de la graisse épidurale. Et ça, c'est au niveau du rachis. Vous voyez, c'est très important de voir comment cette dure mère sur la photo, on le voit très très bien, c'est comme un parachute qui serait tombé sur la base du crâne et qui serait accolé complètement sur toute l'étendue des 3 étages de la base du crâne. Donc, on va poursuivre et aller directement sur la leptoméninge. La leptoméninge, ce sont 2 feuillets. Tout d'abord l'arachnoïde, puis la pimère. Alors, regardez cet aspect, déjà, sur le plan d'une dissection, où vous voyez, cette fois-ci, un feuillet beaucoup plus transparent, beaucoup plus fin. Ici, c'est l'arachnoïde. Si vous prenez un scalpel et vous faites une incision, vous verrez du liquide céphalo-rachidien ou cérébrospinal, pour parler plus en nomenclature internationale, s'écouler, car l'arachnoïde piège le liquide céphalo-rachidien, qui est compris entre l'arachnoïde et la pimère. Voilà. Alors, sur ce dessin, où on a l'os, vous savez que ce sont les os plats, c'est les os, par exemple, du pariétal, par exemple, l'os pariétal, avec donc une très particulière des os plats, et la diploée que vous retrouvez en dedans, voilà, dans la partie la plus interne, les tables externes, la table interne, c'est les parties les plus denses de l'os plat, un os plat, table externe, table interne, diploée entre les deux. En vert, vous avez la dure mère, bien sûr. En orange, vous avez l'arachnoïde. Et vous voyez que l'arachnoïde présente quelque chose d'intéressant. C'est que, premièrement, elle adhère à la dure mère. Donc, elle tapisse complètement la dure mère, y compris les expansions. Et deuxièmement, elle donne de très nombreuses travées que vous remarquez ici, qu'on appelle aussi des trabéculations. Vous verrez le terme, très souvent, des trabécules ou trabéculations. Ce sont des travées d'arachnoïdes qui vont se terminer sur la pimère. Donc, l'arachnoïde est situé en dessous, en dedans de la dure mère. Enfin, cette arachnoïde est très particulière puisque au niveau des sinus veineux, que voici, je rappelle que les sinus veineux, ce sont des canaux qui sont creusés autour des expansions de dure mère et qui drainent les veines corticales. Eh bien, au niveau du sinus sagittal supérieur, vous voyez apparaître des granulations arachnoïdiennes, et ces granulations ont un rôle important dans la résorption du liquide céphalo-rachidien, ou cérébrospinal, si vous voulez, par le sinus veineux. Donc, le liquide se retrouve sang veineux. D'accord ? Voilà pour cet arachnoïde. Enfin, vous avez le dernier feuillet qui est la pimère. Alors cette fois-ci, on change complètement de registre. Comme vous le remarquez très bien sur ce dessin, la pimère, cette fois-ci, au lieu de tapisser complètement le crâne et les enveloppes qui sont sous le crâne, comme la dure mère ou l'arachnoïde, cette fois-ci, la pimère est le seul feuillet qui adhère totalement au système nerveux central. Et quand je dis adhère totalement, je veux dire que lorsqu'il existe un sillon, regardez ici, on a la pimère qui s'invagine à l'intérieur du sillon, donc dans les moindres recoins, les moindres sillons, la pimère adhère au système nerveux.
ce dispositif est important dans la mesure où ça va entraîner l'existence de dilatation des espaces sous-arachnoïdiens qu'on va appeler des citernes. Donc, entre le système nerveux et l'arachnoïde, l'espace sous-arachnoïdien peut être plus ou moins dilaté. Lorsqu'il est dilaté, ça sera une citerne. Voilà la définition même, dilatation des espaces sous-arachnoïdiens. Ici, on fait une dissection. Le sujet est vu en vue supérieure. On a enlevé la calvaria, la voûte, et voilà, on a essayé d'enlever la dure mère. Évidemment, on ne peut pas enlever la dure mère au milieu. Pourquoi? Parce qu'il y a une expansion sagittale et médiane qui est bien sûr la faute du cerveau. Et il fallait la désinsérer pour pouvoir enlever cette région médiane. Là, on l'a pas fait. Mais on a pu enlever la dure mère à droite et à gauche. Et donc, cette fois-ci, montrer l'arachnoïde, pas la pimère parce qu'elle est encore en dessous, avec toutes les veines. Comme vous le remarquez très bien sur cette photo, vous voyez toutes les veines corticales qui sont en train de remonter vers les sinus veineux, et notamment le sinus sagittal supérieur. On va revenir, bien sûr, sur les sinus tout à l'heure. Eh bien, la pimère, elle est très difficile à montrer. Donc, la meilleure photo que j'aurais pu vous montrer, c'était plutôt de prendre une pince, et puis d'essayer d'attraper un petit peu de pimère au bout de la pince, et de la tirer. Et on aurait un feuillet transparent qui adhérait complètement aux circonvolutions et sur lesquelles les vaisseaux cheminent. C'est pour ça que là, on voit mal la circonvolution, parce qu'il y a tous les vaisseaux. Et quand on commence à enlever la pimère, on enlève aussi tous les vaisseaux qui vont avec. Ici, les vaisseaux ont été injectés avec un produit qui se polymérise et dans lequel on a mis un pigment rouge ou un pigment bleu selon les veines ou pas, et qui permet de voir toute la vascularisation cérébrale. Alors, maintenant, on a bien compris qu'il y avait trois feuillets, la dure mère, l'arachnoïde, la pimère, et que ces trois feuillets forment un gradient de protection, depuis l'os qui est très solide, la dure mère très résistante, puis l'arachnoïde et la pimère beaucoup plus molles. Eh bien, entre ces espaces, on en a un peu parlé, il existe des espaces. Le premier espace, l'espace extradural, il est totalement virtuel, donc extradural. Lui, il est virtuel au niveau du crâne. Et je rappelle que au niveau du rachis, il existe un espace épidural rempli de graisse. Le seul intérêt de bien connaître cet espace extradural, même s'il est virtuel au niveau du crâne, c'est de savoir qu'il est parcouru par les artères méningées, et donc peut-être à la source des hématomes extraduraux en cas de rupture de ces artères, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Voilà. Premier espace. J'ai fait ici un décollement de la dure mère tout à fait pathologique, juste pour montrer où est situé l'espace extradural, entre l'os en dehors et la dure mère en dedans. Et j'aurais pu mettre un petit vaisseau à l'intérieur. C'est une artère méningée qui est en train de circuler ici et qui va donner des branches qui vascularisent en fait la dure mère. Deuxièmement, l'espace en flèche jaune, l'espace donc sous-dural. Alors l'espace sous-dural, lui, est aussi un espace virtuel au niveau du crâne et au niveau du rachis aussi, comme vous le voyez. Simplement, il peut être le siège d'hématomes. Regardez pourquoi. Je vais vous montrer une veine corticale. Voilà, une veine qui vient donc du cerveau. Voilà. Et vous voyez que cette veine corticale, elle est en train de se drainer dans le sinus veineux. Une veine, c'est fragile. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle traverse une interface méningée, avec notamment ici de la dure mère, qui est très solide, très résistante. Vous imaginez sur un cerveau, où on a par exemple une atrophie corticale,
avec des espaces sous-arachnoïdiens très dilatés, très grands. Ces veines sont plus fragilisées dans ces grands espaces tout à fait anormaux. Et surtout, si le sujet a des risques de saignement, il est sous antivitamine K, ou il a des déficits qui peuvent entraîner donc des hémorragies facilement, eh bien, à ce niveau, au niveau du drainage, avant le drainage donc des veines dans les sinus, il peut y avoir un hématome qui se forme, et le sang veineux va ici se passer dans l'espace virtuel, dans l'espace sous-arachnoïdien, donc décoller l'espace sous-arachnoïdien. Donc c'est ce qu'on appelle un hématome sous-dural. Hématome sous-dural, donc c'est, voilà, donc normalement évidemment c'est virtuel d'habitude, mais l'hématome sous-dural peut se développer. Comme vous le voyez, c'est du sang veineux, c'est à faible pression, alors que l'artère ménagée, extradurale, artère ménagée, elle, c'est forte pression, et ça va vite. En quelques heures, vous allez avoir une hypertension intracrânienne avec gros hématomes que je vais montrer tout à l'heure au scanner en lentille biconvexe. Eh bien là, non. Là, c'est beaucoup plus lent. Hein. C'est beaucoup plus lent, et ça peut être même chronique. Ça peut durer des semaines même. Vous voyez, l'hématome sous-dural est de constitution beaucoup plus lente. Enfin, il nous reste un troisième espace. C'est l'espace sous-arachnoïdien. On va le faire d'une autre couleur. Espace sous-arachnoïdien, il est là, situé donc entre l'arachnoïde et l'apimère. Alors lui, il est très important. Pourquoi? Parce que l'espace sous-arachnoïdien va contenir, regardez, entre l'arachnoïde et l'apimère, du liquide céphalorachidien, ou cérébrospinal, hein, c'est pareil, LCS, liquide céphalorachidien. Très important, c'est lui que vous allez prélever en ponction lombaire pour analyse, et voir aussi si jamais il y a eu un saignement, une hémorragie ménagée. Ensuite, il va contenir des artères cérébrales, puisque ces artères, les veines aussi d'ailleurs, vont, au cours de leur trajet, vont ici cheminer dans l'espace sous-arachnoïdien, avant de donner une branche, vont vasculariser, en fait, le cerveau, donc le trajet des artères cérébrales. C'est dans ce trajet, dans le liquide, dans l'espace, que vous pourrez avoir des saignements et des hémorragies, et donc c'est l'hémorragie ménagée, et c'est pour cela que le liquide céphalorachidien devient rouge, ou on détecte la présence d'hématies dans le liquide cérébrospinal par ponction lombaire, dans le cas de ces hémorragies. Enfin, troisièmement, vous imaginez bien que lorsqu'on a, par exemple, le tronc cérébral qui donne des nerfs crâniens qui vont sortir par un trou de la base du crâne, le nerf va traverser cette région. Donc vous avez le passage de nerfs crâniens, et ces nerfs crâniens peuvent, s'ils sont fragiles comme le 6 par exemple, ces nerfs crâniens peuvent subir une interaction de la pathologie du liquide. Par exemple, dans une méningite, on peut très bien avoir une petite atteinte du 6, le nerf abducens, qui est le nerf de l'abduction de l'œil, hein, parce que c'est un nerf qui traverse le liquide, qui est enflammé, hein, qui est pathologique, et qui est un nerf fragile, et qui peut être touché à ce moment-là. Voilà. Donc, vous voyez ici un espace sous-arachnoïdien fondamental. De plus, le liquide, nous le verrons plus tard, c'est un liquide qui vient de l'intérieur du cerveau, puisqu'il est produit par les ventricules cérébraux, qui sont à l'intérieur des hémisphères et du tronc cérébral. On verra après. Et vous verrez comment le liquide va passer des ventricules, qui sont à l'intérieur, à l'espace sous-arachnoïdien, qui est à l'extérieur. On va le voir dans 2 jours. Voilà pour ces 3 espaces. Alors ici, bon, je vais passer. Voilà. Alors vous voyez, je vous ai rappelé ce que contenait cet espace sous-arachnoïdien. Mais sur une IRM en coupe sagittale, où est l'espace sous-arachnoïdien? Eh bien, regardez, ici vous avez tout le clivus, par exemple, c'est l'os hein, de la région de l'apophyse basilaire de l'os occipital et le dos de la selle turcique. Bon, et là vous avez le tronc cérébral, mésencéphale, pont et bulbe. Eh bien, entre les deux, ici, entre les deux, toute cette région en hyposignal comprend du liquide céphalorachidien, c'est de l'espace sous-arachnoïdien. Et bien sûr, là, vous avez toutes les zones
qui sont autour du système nerveux, sont enveloppés d'un matelas de liquide céphalorachidien. Bon. Un matelas de liquide céphalorachidien qui, je le rappelle, redescend jusqu'en bas du rachis. Hein, ça enveloppe le cerveau et la moelle spinale. Hein, c'est tout à fait fondamental. Alors, là, voilà, juste pour rappel, maintenant, la pathologie de ces espaces. Donc, un hématome extradural, je vous l'ai déjà montré, mais rappelez-vous bien, terme de lentille biconvexe, tel qu'on le voit ici, qui est lié vraiment à une augmentation de pression du sang, hein, de l'hématome, qui refoule complètement votre hémisphère. Et tout à l'heure, je vous disais, attention, il peut y avoir des effets de masse. Regardez l'effet de masse ici. Vous voyez? Là, il y a un refoulement complet de la ligne médiane. C'est un effet de masse caractéristique. Hein, il y a souffrance ici, importante, au niveau cérébral. Effet de masse. Par contre, l'hématome sous-dural va faire une petite lentille, hein, qui ne sera pas biconvexe. Regardez ici, hein, absolument pas biconvexe. Et elle va suivre la forme, en fait, de ces espaces virtuels, les espaces sous-duraux. Hein, hématome sous-dural. Et enfin, lorsqu'on fait une hémorragie sous-arachnoïdienne, eh bien, on peut le voir au scanner, tout simplement, lorsqu'il y a assez de sang. Et vous voyez, normalement, les espaces sous-arachnoïdiens, là ici, il y a des espaces sous-arachnoïdiens, vous avez un hyposignal, c'est le liquide. Hein. Eh bien, lorsqu'il y a une hémorragie, par exemple ici, il doit y avoir une hémorragie plutôt antérieure, dans la région de la cérébrale antérieure, ou de la communicante sûrement, eh bien, regardez, tous les espaces, comment ici sont en hypersignal, tout ça c'est en hypersignal, blanc, voyez, et qui signifie qu'il y a du sang dans les espaces sous-arachnoïdiens. Donc très intéressant. Voilà. Alors, tout à l'heure, je vous ai décrit le terme de citerne, donc je vais peut-être passer. Les grandes citernes importantes, il y en a une ici, à l'angle entre le pont et le cervelet. On va y revenir plus tard. C'est la citerne de l'angle ponto-cérébelleux. Là, il est hors de question de vous en parler maintenant, j'ai absolument pas le temps. Vous avez une citerne qui est appelée chiasmatique. Chiasmatique. Voilà, là vous avez le chiasma. Là c'est pareil, c'est un peu tôt pour vous en parler parce qu'on n'a pas fait le diencéphale. On va y revenir, hein, vous inquiétez pas. Et vous avez surtout une citerne médullo-cérébelleuse, qu'on appelait la grande citerne. Et cette citerne, elle est là. Médullo, ça veut dire moelle allongée, c'est le bulbe, hein, la moelle allongée, MA, moelle allongée. C'est donc entre la moelle allongée et le cervelet. Et ça, c'est important, parce que cette citerne, normalement, est bien présente, mais parfois le cervelet peut s'engager dans le foramen magnum, et donc prendre la place de la citerne, elle va disparaître, hein, la citerne médullo-cérébelleuse, qu'on appelait la grande citerne. Voilà. Alors je vais terminer simplement sur un petit mémo sur les sinus veineux, parce que c'est important, et on fera une petite pause. Alors, les sinus veineux, vous les avez vus, ce sont des canaux veineux creusés dans la dure mer, point important, creusés dans la dure mer, et surtout, il faut savoir que tous ces sinus veineux convergent vers les veines jugulaires internes pour drainer le sang du cerveau. Voilà, donc ça c'est le point essentiel. 1, des canaux veineux, 2, dans la dure mer, 3, convergent sur les veines jugulaires internes. Alors, bien sûr, on peut être plus précis, on peut aller, bon, mais là c'est l'essentiel. Alors regardons ce système. Tout d'abord, ici, on s'aperçoit bien qu'ils sont en rapport avec les expansions, hein, beaucoup. Les expansions de dure mer, c'est-à-dire la faux et la tente du cervelet. Alors, vous avez d'abord un groupe postéro-supérieur. Le groupe postéro-supérieur. En effet, l'avant est ici, l'arrière, le haut et le bas.
Normalement, vous avez le dessin avec vous, avec le poli. Et on va décrire un sinus sagittal supérieur avec le sens du drainage veineux qui est indiqué par les flèches orange. Vous avez ensuite, en dessous, le sinus sagittal inférieur qui longe le bord inférieur de la faux, qui draine aussi, bien sûr, les veines corticales. Ce sinus sagittal inférieur va ensuite être drainé par le sinus droit. SD égale sinus droit. Chut. Sinus droit. Regardez comment, ici, le sinus droit reçoit bien tout le sang du sinus sagittal inférieur, mais aussi, et là ça a été coupé, le sang veineux de veines cérébrales internes, des veines profondes, des veines cérébrales internes. Et là, ce sont des veines qui sont très profondes à l'intérieur du cerveau. Donc, je ne sais pas si on pourra en parler, sauf ceux qui feront l'UE, où on doit normalement en parler un peu plus. Voilà. Ensuite, vous voyez que le sinus droit conflue avec le sinus sagittal supérieur ici. Alors cette zone de confluence, voilà, c'est ce qu'on appelle le torcular. Le torcular, c'est la zone grand T égale torcular, et vous voyez, c'est la zone de confluence entre le sinus droit, le sinus sagittal supérieur, le sinus droit, et puis surtout, c'est le point de départ des deux sinus transverses. Les sinus transverses qui partent latéralement. Voilà, les sinus transverses ici qui partent bien latéralement. Ces sinus transverses, on en a déjà parlé, qu'on a dit qu'ils longeaient la tente, le bord postérieur de la tente du cervelet. D'accord ? Ensuite, vous voyez que les sinus transverses, tout d'un coup, changent complètement d'obliquité pour descendre vers le foramen jugulaire, et à ce moment-là, c'est le sinus sigmoïde qui se forme. Sinus sigmoïde. Je pense avoir un dessin plus complet. Waouh, c'est pareil. Voilà. Ici, vous voyez le sinus transverse, et vous voyez ensuite le sinus sigmoïde qui va descendre vers le foramen jugulaire. Donc, ce système est bien un système qui est supérieur et postérieur, centré sur la faux et la tente. D'accord ? Supérieur et postérieur, ou postéro-supérieur, si vous voulez. D'accord ? Centré sur la faux du cerveau et sur la tente. Il y a maintenant un deuxième système. C'est le système centré sur le sinus caverneux. Alors, c'est un groupe de sinus antéro-inférieur. Il est centré sur le sinus caverneux. Là, c'est pareil, je vais extrêmement résumer, parce qu'on n'aura pas le temps. Le sinus caverneux, lorsque vous regardez ici la dure mère sur la base du crâne, vous voyez peut-être ici l'étage antérieur qui se termine comme ça, avec les clinoïdes antérieurs. Clinoïdes antérieurs, là et là. Vous voyez ici la région de la lame criblée de l'ethmoïde, avec la cristagalie. Vous voyez le foramen magnum, tout en bas. Et vous voyez le rocher avec l'insertion de la tente du cervelet. Eh bien, la dure mère qui tapisse tout, elle tapisse ici la selle turcique, et tout d'un coup, regardez là, elle redescend vers la base du crâne. Donc, c'est la paroi latérale de la selle turcique. Eh bien, cette paroi latérale de la selle turcique, que vous voyez redescendre comme ça, vue par-dessus, elle est dédoublée, et c'est le sinus caverneux, tout simplement. C'est tout. C'est très simple. Le sinus caverneux est situé dans la paroi latérale de la selle turcique. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que son origine, il commence au niveau de la fissure
orbitaire supérieure. Et ça, c'est important. Hein. La forme de... Donc, bon, on va prendre la terminologie internationale. La fissure orbitaire supérieure qui est située au fond de l'orbite. Voilà. Donc, tous les éléments qui rentrent dans l'orbite, à part le nerf optique puis l'artère ophtalmique, bien sûr, hein, toutes les structures qui traversent le fond de l'orbite vont aussi traverser le sinus caverneux. Ça, c'est très très important. Alors, regardons. Voilà ce système. Vous voyez, de chaque côté de la selle turcique, vue par-dessus. Et si on fait une coupe sagittale, donc le plan de coupe ici comme ça, voilà, un plan de coupe, eh bien on a le haut, en dedans, en dehors, en bas. C'est une coupe coronale, et on voit l'hypophyse, et on voit alors, de chaque côté de l'hypophyse, toute la dure mère qui s'est dédoublée comme ça, et qui est le sinus caverneux. Alors, quels sont les éléments qui traversent le sinus caverneux? Ce sont donc tous les éléments, le contenu, c'est tous les éléments qui traversent la fissure orbitaire supérieure. C'est-à-dire, alors, premièrement, il y a une artère. Alors, non, justement, je peux en parler tout de suite. Alors, premièrement, il y a des nerfs destinés à l'œil, les nerfs oculomoteurs. Le 3, en haut. Troisième paire, des nerfs crâniens, on va y revenir plus tard. Hein. Ensuite, la quatrième paire des nerfs crâniens. Donc le 3, c'est le nerf oculomoteur. Le 4, c'est le nerf trochléaire. Ensuite, vous avez le 3, le 4. Ensuite, vous avez donc le 5, mais la première branche sensitive du 5.1, qu'on appelle le nerf ophtalmique. Le nerf ophtalmique de Willis, nerf ophtalmique. C'est la première branche sensitive du trijumeau. Vous verrez que le trijumeau, c'est le nerf qui assure la sensibilité de la face. Et tout en bas, mais qui n'appartient déjà plus, là je vous ai mis à titre indicatif le 5.2, deuxième branche du nerf trijumeau, et c'est le nerf maxillaire. Voilà, nerf maxillaire, mais qui est déjà beaucoup plus bas hein, de cette paroi. Ce sinus, il contient évidemment du sang veineux. Donc ça c'est le sang veineux, et vous verrez qu'il vient essentiellement de veines ophtalmiques. Les veines qui ont elles aussi traversé la fissure orbitaire supérieure. Les veines ophtalmiques. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'un sinus se bouche, thrombophlébite, le retour veineux de l'œil n'est pas bon. Et vous aurez alors une exophtalmie liée à un mauvais retour du sang, un mauvais drainage veineux de votre orbite et de votre œil. Donc c'est très important, ça fait partie des signes cliniques. Enfin, un point essentiel, c'est que le sinus caverneux est étonnamment traversé par une artère, et qui est l'artère carotide interne. Et ça, c'est fondamental, car c'est le seul endroit où on voit une artère importante. C'est l'artère qui fournit les principales branches destinées au cerveau, vascularisation artérielle du cerveau. Et c'est la première fois qu'on voit une artère cheminer à l'intérieur d'une veine. Enfin, une veine, dans un sinus veineux, quoi, en tous les cas. D'accord? Et c'est source de pathologie. Et notamment, il peut exister des fistules, c'est-à-dire une communication, une déchirure en quelque sorte, une communication entre l'artère et la veine. Et vous imaginez la gêne au retour veineux lorsque le sang artériel à haute pression va affluer dans le sinus veineux, augmentant la pression de retour évidemment et entraînant donc un souffle particulier, un renforcement systolique que le malade va entendre même dans certains cas, donc un souffle à renforcement systolique. Voilà. Donc, simplement, ce sinus caverneux, pour terminer, qu'est-ce qu'il a reçu comme... Alors, le voici, le sinus caverneux vu par-dessus, là,
Pardon, j'ai fait, voilà, ici, de chaque côté de la selle turcique. Qu'est-ce qu'il a reçu comme afférence? Essentiellement, les veines ophtalmiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, les voici, les veines ophtalmiques, et un sinus, ici, qu'on appelle le sinus sphénopariétal. Sinus sphénopariétal. Vous voyez qu'il chemine sur le bord de la petite aile du sphénoïde. Sinus sphénopariétal. Voilà. Et enfin, je terminerai sur les efférences. Sur les efférences. Alors, en avant, les afférences qui... C'est bon. Donc, les afférences, c'était le sinus donc sphénopariétal et les veines ophtalmiques. Et vous avez maintenant les deux efférences dont je vous ai... Enfin, une, je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est le sinus pétreux. Sinus pétreux supérieur. Voilà. Et vous voyez où il chemine ici, sur le sommet du rocher, hein, le bord supérieur du rocher, pardon, le bord supérieur du rocher, d'accord. Et la deuxième efférence qui descend ici vers le foramen jugulaire, c'est le sinus pétreux inférieur. Et regardez comment il va redescendre ici vers le foramen jugulaire, hein, dans une suture qui est comprise entre l'occipital et le rocher. On le voit bien ici, entre l'occipital et le rocher, suture pétro-occipitale. Les deux sinus, donc, permettent le drainage du sinus caverneux, soit directement dans la veine jugulaire, c'est le cas du pétreux inférieur, soit au travers du sinus sigmoïde, comme on le voit ici, pour le sinus pétreux supérieur. Voilà. Donc là, on a le système complet. Donc c'est un système qui est en bas et en avant de chaque côté de la selle turcique, qui reçoit surtout le sang veineux des orbites et qui redonne deux sinus pétreux qui ont pour but de se drainer dans la veine jugulaire interne de manière plus ou moins directe, tout simplement. Voilà pour bien comprendre les choses. Et donc j'arrête là 5 minutes pour... voilà, le reste, c'est bon. On fait une petite pause pas trop longue. Et voilà.